Bonjour Nicolas, bonjour Victoria. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à tous. On va attendre une petite minute. Je vois que Nicolas nous a déjà partagé son écran. Il est prêt à faire feu. Donc, on vous laisse une petite minute le temps que tout le monde arrive pour se connecter. Hop. Donc, Nicolas, c'est bon, on voit bien ton écran en tout cas. Ça, je te le confirme déjà. Donc, ça doit être bon pour tout le monde. Est-ce qu'on a des personnes de connectées déjà? Ouais. Ouais. Donc, je suis avec Océane que vous ne voyez pas, mais qui est juste à côté de moi. Voilà. D'accord. Bonjour Océane. C'est écrit Bonjour ici, Océane. mais c'est Océane. Euh, Parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire. Donc, on a décidé de co-animer ce webinaire-là avec Autrice, présenté par Nicolas avec nous, que l'on voit, le seul homme. Et donc, l'objectif pour nous de ce webinaire, ça va être de vous présenter à peu près en 30 minutes plusieurs choses. À la fois vraiment mieux comprendre les types de handicap et les besoins spécifiques, et aussi de vous présenter bien concrètement les bonnes pratiques qu'on a pu identifier pour rendre vraiment vos contenus de formation accessibles. Et enfin, Autrice, cette solution qui nous paraît vraiment très intéressante pour répondre justement facilement à l'adaptation de vos contenus de formation en ligne et pas que. Nicolas nous en parlera. Un outil vraiment très, très simple et rapide pour vous permettre de rendre vos contenus beaucoup plus accessibles. Donc, je vous propose que l'on débute ce webinaire. Tout au long du webinaire, vous avez toujours la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, on prendra 10-15 minutes à la fin pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, Nicolas, écoute, ben, on peut lancer et se présenter. Très bien. Alors peut-être juste avant de se présenter, je vous présente ce qui se passe derrière l'écran. Alors ce qui se passe derrière l'écran, très rapidement, c'est avec Autrice. Il n'y a rien qui est fait autrement qu'avec Autrice dans ce webinaire. On s'est dit, bah, on va montrer effectivement la puissance de l'outil à la fois sur du module que sur de la présentation, que sur du live, l'animation de webinaire en live avec l'outil. Voilà, donc bah, Betty, je vais te laisser démarrer les présentations. Donc, le webinaire s'appelle Autre Expérience et Betty, c'est à toi. Donc, Betty, donc, je suis la fondatrice d'Innov Academy. Et donc, chez Innov Academy, on conçoit des parcours de formation sur mesure multimodaux. Donc, je suis accompagnée avec moi de Victoria. Bonjour à tous. Moi, je suis directrice artistique du coup d'Innov Academy et je suis certifiée en tant qu'experte en qualité web Quest. Donc, on est là pour parler de l'accessibilité web et formation. Et Et Nicolas? moi qui suis fondateur de NA3D, alors NA3D c'est Smart, une société de services dans le L&D, Autrice dont on parle en partie aujourd'hui avec les aspects inclusifs, et Andragogue qui est une plateforme à venir. Et je pense qu'on vit une époque absolument formidable quand on est dans le monde de l'andragogie, parce qu'on n'a jamais eu d'outils aussi puissants pour s'amuser et aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'on pouvait faire jusque-là. Euh, Merci, Nicolas. je te Merci. laisse. Vas-y. Donc oui, juste peut-être aussi avec NA3D et Innov Academy, donc nous sommes des partenaires et donc on travaille en collaboration ensemble à la fois sur la partie solution conception. Donc c'est parti. Comment rendre vos contenus digitaux plus accessibles et inclusifs? Dans un premier temps, je pense que c'est intéressant de vous présenter un peu le plan de ce webinaire. Donc on va revenir sur l'accessibilité, un peu sa définition. Ensuite, on viendra vraiment sur l'accessibilité spécifiquement dans la formation. On vous présentera donc les bonnes pratiques et enfin, on a listé plusieurs ressources ou outils qui peuvent vous permettre de rendre accessibles vos contenus de formation. Donc pour commencer, parlons ensemble d'accessibilité. On va reprendre ensemble quand même donc cette première définition qui est importante pour qu'on parle tous de la même chose. Web Accessibility Initiative, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que l'accessibilité du web doit être accessible aux personnes en situation de handicap. Ils doivent vraiment tous pouvoir utiliser le web. Et ça veut dire quoi pouvoir utiliser le web? Ça veut dire à la fois percevoir, comprendre, aussi naviguer et également donc interagir. Donc ça, on le verra aussi par rapport au contenu de formation. Donc l'objectif, c'est vraiment de rendre un maximum de personnes autonomes sur l'accessibilité du web.
Donc, pour continuer par rapport à ça, on va vous poser déjà une première question et on va vous inviter du coup à répondre dans le chat puisque là, c'est Nicolas qui partage son écran. Ah non, Océane nous a lancé également en même temps la question sur le sondage. Donc, vous pouvez répondre directement sur Zoom et Nicolas validera la question qui aura la réponse qui aura le plus de pourcentage pour voir si vous avez raison ou pas. Donc, à votre avis, quel est le pourcentage de Français touchés par un handicap? 7, 12 ou 20%. Donc, je vois que ça évolue encore un petit peu. C'est... Oui, allez-y. 7%, il n'y a pas grand monde. Vous êtes deux à répondre 7%. Et ensuite, eh bien, on a égalité entre 12 et 20%. Je vais choisir, du coup, s'il te plaît, Nicolas, le 20, puisque nous sommes nés tous les deux le 20 février à la même date. Donc, le 20, c'est quand même notre chiffre. Donc, en effet, c'est la bonne réponse. Donc, il y a 20%, donc une personne sur cinq en France qui est touchée par un handicap. Donc, c'est important d'en discuter et d'en avoir vraiment conscience sur la création de vos contenus. Alors, on continue. Donc, les objectifs de l'accessibilité web, il y en a trois. C'est à la fois rendre donc autonome la personne qui est en train de naviguer sur un site Internet, qui soit en totale autonomie pour accéder, lire, comprendre le contenu. Intégrer aussi parfaitement les contenus, que ce soit de la vidéo, des images, etc. On va vous le montrer avec Victoria. Il y a des bonnes pratiques pour que tout cela soit parfaitement lisible. Et enfin, l'égalité, tout simplement que n'importe qui puisse accéder à la même information, que l'on ait un handicap ou non. On voulait aussi vous parler un petit peu de deux référentiels d'accessibilité. Alors peut-être que vous les connaissez ou pas. On parle du WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, et du RG2A. C'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Alors, chacun a un objectif, je dirais, quand même assez différent. Donc, sur le WCAG, c'est vraiment l'objectif, c'est d'apporter des recommandations pour faire des contenus accessibles. Donc, sur le site du WCAG, vous allez avoir plusieurs bonnes pratiques et c'est justement un des sites ressources que l'on vous pousse absolument à aller regarder pour avoir plus d'informations sur l'accessibilité. Et enfin, le RG2A, cette fois-ci, c'est une plateforme qui va vous servir à vérifier la conformité par rapport au WCAG. Donc, ce sont vraiment deux outils de ressources complémentaires qu'il faut avoir bien en tête quand vous avez besoin de créer du contenu accessible. On va parler des différents types de handicaps pour se resituer également. Donc, il y a des handicaps que l'on va dire permanents, des handicaps temporaires et des handicaps situationnels. Pour vous donner un petit peu plus voilà, d'exemples, donc sur les handicaps permanents, on va être sur un handicap d'origine physique, sensorielle, mentale ou psychique qui va venir vraiment impacter durablement la capacité d'une personne à mener des activités quotidiennes. Sur le handicap temporaire, on est vraiment sur des capacités limitées à un instant T d'un individu. Ça peut résulter d'un accident, d'une opération chirurgicale ou d'une maladie. Et enfin, le handicap situationnel, on en parle peu souvent, on le met souvent de côté, mais je pense que c'est un handicap qu'il faut aussi avoir en tête. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes en train de suivre une formation au bureau, vous avez la fenêtre qui est derrière vous avec une lumière sur l'ordinateur, ça va rendre difficilement lisible le contenu que vous êtes en train de regarder. On peut prendre aussi un autre exemple. Vous êtes dans un open space, vous suivez une formation en ligne, vous avez oublié vos écouteurs, et il y a des audios, des vidéos sans sous-titrage et donc vous ne pouvez pas suivre la formation. Donc on parle aussi de handicap finalement situationnel qui vous empêche d'accéder au contenu web et de le comprendre. On va parler aussi finalement de tout ce qui va être les handicaps que l'on dit invisibles. Ils sont quand même relativement importants. Donc on reviendra évidemment dessus également. Là, on vous les a listés, donc les troubles 10, il y a tout ce qui va être aussi le daltonisme, les handicaps mentaux, visuels, etc. Donc il y en a finalement beaucoup plus qui sont invisibles que visibles. Je pense que ça, vous le savez, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là. Par contre, quelque chose qui va être aussi intéressant, en tout cas une petite activité un peu plus ludique pour vous sensibiliser, on a repris quelques célébrités pour vous montrer qu'eux aussi sont atteints de certains handicaps. Alors, on va regarder, du coup, merci
Merci Nicolas. Par rapport à Daniel, Daniel, il est atteint de dyspraxie. De dyspraxie, pardon. On va regarder également Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, il est atteint du syndrome d'Asperger. Squeezie, daltonisme, me semble-t-il. Yes. Et Katy Perry, qui est atteinte de troubles obsessionnels compulsifs. Donc voilà, on sait qu'il y a aussi des célébrités qui peuvent être touchées par le handicap et c'est intéressant de vous sensibiliser aussi là-dessus. On voulait vous montrer un exemple justement par rapport au handicap visuel. Donc c'est important en fait d'avoir conscience. Ici, on vous a montré à travers plusieurs captures d'écran. Que l'on soit, par exemple, daltonien, on va avoir une visibilité qui va être vraiment différente. Donc ici, on a fait plusieurs captures d'écran en fonction de handicap visuel pour vous montrer ce que ça peut donner. Il y a des sites qui existent au sein desquels vous pouvez mettre le lien, de votre formation pour visualiser en fonction des types de handicap ce que ça peut rendre. Donc voilà. Oui, Oui, Nicolas. vas-y. Ce qui nécessite effectivement, je me permets cette toute petite intervention, mais ce qui nécessite d'avoir ces fonctionnalités finalement sous la main, parce que quand on crée du contenu, qu'on doit le vérifier sur un site, qu'on doit utiliser un plug pour justement réussir à transformer pour certains handicaps, c'est compliqué. Or, si on a à l'intérieur de la même plateforme la possibilité de gérer l'ensemble de ces problématiques, on le verra par la suite de la présentation. Il y a un certain nombre de points, de bonnes pratiques qui permettent, entre autres, de montrer comment on peut au mieux afficher l'information pour des personnes qui sont certains handicaps, mais finalement pour tout le monde, parce qu'il faut réussir à faire de ces différents affichages et les technologies qu'on met en place pour pouvoir les simplifier dans leur lecture et les rendre accessibles, en faire finalement des fonctionnalités un peu natives qui vont permettre à la fois de répondre aux problématiques des handicaps et en même temps faire des fonctionnalités supplémentaires pour pouvoir Mm. présenter du contenu. Finalement, ça ne doit plus être un handicap, mais ça doit être un plus. Et typiquement, si on regarde un slide comme celui-ci, vous l'avez vu sur le slide précédent, quelques captures d'écran qui permettent de comprendre ce qu'on peut faire pour les différents handicaps qui sont liés, entre autres, au daltonisme, aussi à la dyslexie. Directement dans Autrice et à la main de l'apprenant, vous allez retrouver ces différentes possibilités de filtrer les images, d'avoir des typos qui se transforment directement pour aider la lecture pour certaines formes de dyslexie. Vous avez évidemment la lumière jaune, la lumière bleue, etc. Et puis vous avez aussi à la main de l'apprenant la possibilité de grossir les polices, d'accentuer les contrastes ou de saturer éventuellement ce genre de visuels qu'ils vont pouvoir rencontrer. J'en profite pour montrer aussi ce qui se passe, pour montrer que cette présentation, alors, il faut juste la navigation de Zoom qui se met par-dessus, donc évidemment, hop, pour fermer ça. Sur téléphone, tout ce que vous venez de voir donc, est fait sur Autrice, et vous voyez que cette présentation est complètement optimisée aussi pour le téléphone. Et je vais me taire maintenant, je vais te laisser Non, continuer. non, c'est très bien. J'allais te demander justement de nous montrer comment est-ce que ça se passe au sein d'Autrice, parce que c'est vrai que de notre côté, donc Autrice, c'est une solution assez récente, et de notre côté, c'est vrai qu'en termes de conception des formations, quand il faut prendre en compte plusieurs types de handicaps, ça nous amène à créer potentiellement plusieurs parcours en fonction du handicap. Ici, c'est vrai qu'avec Autrice, ça simplifie quand même beaucoup la partie conception puisqu'en un clic, c'est à la main directement de l'apprenant. Il a toujours la possibilité d'aller sélectionner son handicap, grossir la police, etc., etc. Donc, on trouve que c'est quand même une simplification grâce à cet outil-là qui est très pratique et qui nous permet, voilà, pareil, en entreprise, on ne connaît pas forcément les handicaps des collaborateurs. Donc, ici, Ils le disent pas. Ils le disent pas non plus. C'est-à-dire qu'ils veulent pas que ce soit, ils veulent pas être perçus comme des personnes justement avec Mm. cet handicap. Effectivement, dans Autrice, on s'est dit si on doit tout gérer, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse le gérer le plus simplement possible. Que chaque handicap ou fonctionnalité qui va pouvoir répondre à un handicap soit directement possible sans qu'on ait besoin de faire 1, 2, 3, 15 clics. Donc, côté apprenant, vous l'avez vu, s'il a son petit tableau de bord de gestion de ses écrans. Après, il y a toutes les règles qu'on va voir dans la suite de la présentation de disposition, de mise en page, etc. Et Mm. côté éditeur, je vous le montre un instant,
c'est extrêmement simple. En fait, vous avez chaque activité qui retrouve l'ensemble des fonctionnalités qui vont permettre de traiter tout ça. Et entre autres, si je prends la sonorisation, bah, typiquement, vous voyez, vous retrouvez pas de sonorisation, une sonorisation automatique, une sonorisation avec un texte qui a été prévu, ou vous-même qui allez enregistrer vos voix, vous faites avec des voix d'hommes, des voix de femmes, etc. Et tout se passe en 2 clics. Bref, je te redonne le micro, Betty. Merci Nicolas. Euh, Juste une petite aparté, mais je pense que vous le savez aussi, bon, par rapport à Calliope, on a aussi maintenant cette obligation de pouvoir prouver que l'on crée du contenu qui puisse répondre à certains types aussi de handicap. Donc je ne sais pas vous de votre côté comment est-ce que vous arrivez aussi à justifier cela, mais avec Autrice, on a trouvé que c'était une solution vraiment très, très pratique et intuitive, en tout cas pour ces personnes-là. Euh, donc c'est parti, l'accessibilité en formation. On va rentrer cette fois-ci vraiment dans les bonnes pratiques et les choses sur lesquelles vous pouvez vraiment avoir un impact. Victoria, je te laisse la parole. Let's go. Pour commencer, on va vous poser une question. Est-ce qu'il est préférable de mettre le texte en justifié, centré ou à gauche? À vos réponses. Et Nicolas, j'en profite pour te dire qu'on ne te voit plus. Je ne sais pas si c'est voulu de ta part, mais... Oui, c'est voulu de ma part. Alors, Ah, ok. parce qu'en fait, je voulais pas, avec la bande passante, pour être sûr que tout, voilà, que tout s'affiche bien, qu'il n'y ait pas de latence ou quoi que ce soit, comme il y a un peu de vidéo, des choses, voilà, Très ça bien. soit. Je réapparaîtrai à la fin. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez des résultats de réponse, Betty, aussi? Alors oui, on a... Alors attends, ça bouge encore un petit peu. On a 59% des participants qui nous disent à gauche. Nicolas, on vérifie. Bien Tout joué. à fait. Bien joué, c'est ça, exactement. Il faut privilégier les textes qui sont disposés à gauche et on va parler un peu plus tard pourquoi. Pour vous dire qu'est-ce qui se passe avec le texte en général en formation pour que ça soit accessible, on va parler tout d'abord de contenu. Donc, il doit être simple, clair et concis, et il faut toujours aller de façon un peu entonnoir de plus générale au plus détaillé au fur et à mesure, développer votre contenu. Utilisez un vocabulaire qui est adapté à votre cible, aussi ne pas utiliser les termes trop simples pour les ingénieurs ou vice-versa. Il faut privilégier le feedback aussi, ça va aider pour les questions d'accessibilité, mais aussi favoriser la motivation de vos apprenants. Et aussi éviter les choses qui sont trop complexes, les doubles négociations, les abréviations, tout ce qui est trop difficile. Vaut mieux l'expliquer, par exemple, davantage au lieu d'écrire juste abréviation qui sort de nulle part. J'en profite juste pour refaire un complément là-dessus. Alors, je ne sais pas quelle est vous votre bonne pratique et je veux bien que vous nous le notiez dans la zone de chat. De notre côté, on s'est posé la question sur la création des contenus de formation si on devait écrire avec l'écriture inclusive. On a pris la décision de ne pas l'inclure dans les contenus de formation, mais plutôt sur les éléments de communication, en se disant que ça pouvait quand même être plus difficile d'avoir une écriture inclusive pour bien la comprendre. Ça rajoute quand même beaucoup de charge mentale à la lecture, et donc ça simplifie pour nous la compréhension. Bon, c'est un parti pris, mais voilà, on se posait la question aussi, vous, sur la rédaction, est-ce que vous utilisez l'écriture inclusive pour vos contenus de formation ou non? Je serai preneuse de vos retours. Et Victoria, Pareil. continuez. Merci, Betty. Par rapport à la mise en page de texte, il faut toujours privilégier une hiérarchie. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est H1, H2, titre 1, titre 2. Pourquoi? Tout simplement, les lecteurs d'écran, ils vont lire le contenu avec plus de logique. Ça va être beaucoup plus clair pour l'apprenant. Pour continuer, on va utiliser le zoning. Qu'est-ce que c'est? C'est juste distinguer les différentes activités par les petites zones. Texte d'abord, après une image, avoir un espace entre eux pour mieux comprendre le contenu et aussi pour diminuer la charge cognitive. Ça va être utile pour tout le monde. Par rapport à texte, on vous montre deux exemples. Celui-ci qui est actuellement sur l'écran, bah, avec un petit pouce en bas, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de texte et il n'y a pas d'espace entre les paragraphes. On dirait que c'est un grand pavé, c'est très difficile à le scanner. Le texte qui est plus bas, il y a un peu plus d'espace. On voit directement les petites phrases qui sont plus facilement scannables, on va dire. Et ça va rejoindre justement pourquoi c'est mieux
justifier votre texte à gauche, c'est parce que notre cerveau, vu on lit de gauche à droite, le cerveau, il est habitué de scanner le texte de haut en gauche jusqu'en bas à droite. C'est pour ça que c'est mieux d'écrire comme ça. Mais attention, il faut avoir une cohérence parce que selon les cultures, typiquement dans une culture, par exemple, de langue arabe, ils sont habitués de lire de droite à gauche. Donc là, typiquement dans cette situation, il faudra écrire plutôt justifier à droite. Mais en France, on va privilégier l'écriture à justifier à gauche. J'en profite pour faire je remonte, je vais remonter tout doucement et je vous laisse observer comment les choses se présentent sur Autrice. Parce que on a fait un choix. On se rend compte que dans l'ingénierie pédagogique, il y a très souvent beaucoup de temps qui est passé uniquement sur les choix de présentation, de design, ne serait-ce que de bonne présentation du texte. Bon, en fait, dans Autrice, c'est automatique. Par défaut, tout sera présenté comme ça doit être présenté pour respecter toutes les règles d'inclusion, graphique, d'esthétique et d'harmonie et de déroulé et de narration. Donc, par défaut, on utilise un certain nombre d'IA aussi pour ça, pour faire que ce soit systématiquement et correctement généré. Donc, on peut générer aussi des designs. On choisit des thèmes, on génère des designs qui vont présenter les choses comme il faut qu'elles soient présentées. Voilà. Je te, je Ouais. reviens à côté, hop, et on Et- passe au slide. ouais. Je complète juste par rapport à ce que Nicolas, tu es en train de montrer. Et là, bah, typiquement sur ce que vous voyez à l'écran, on parle de la règle du 40-60. La règle du 40-60, c'est quoi? C'est finalement à chaque fois que vous avez une slide, quelque chose qui est présenté à l'écran, vous devez avoir 40% d'écrit et 60% de blanc minimum. C'est vraiment un minimum, 40-60. Donc là, on le voit aussi sur la solution autrice, on est quand même sur des écrans relativement aérés. On a un minima, en effet, cette règle du 40-60 qui est respectée. Tout à fait, merci beaucoup. Nicolas, est-ce que tu peux remonter un tout petit peu? Je Ah, voulais en pardon, parler oui. juste d'une petite chose importante par rapport à mise en page du texte. Merci. Je voulais juste te dire qu'il faut ne pas oublier de mettre des listes à puces ou numéroter, ça va beaucoup simplifier la lecture. Ne pas négliger l'interlignage, donc avoir un espace entre les lignes de votre texte qui est assez important, mais pas trop non plus, pour faciliter la lisibilité et ne pas oublier l'espace blanc entre vos paragraphes, donc les sauts de ligne, pour aussi faciliter la lecture. On rejoint le règle de 40-60 de Betty. Et on revient sur le justifier au centrer le texte. Justifier le texte, c'est interdit parce que ça crée les espaces beaucoup trop larges entre les mots et ça enchaîne les difficultés de lecture. Et centrer, c'est possible pour les petits textes, mais pas pour les longs parce que ça devient beaucoup trop difficile à le scanner. Donc selon le contexte, mais quand même au mieux, comme c'est sur l'autrice, il faut le mettre à gauche. On peut continuer. Nicolas, tu veux dire quelque chose? Non, 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 Non. je peux confirmer. Parfait. On va continuer sur le format, le taille, donc police et le gras. Donc, il faut mieux utiliser les tailles qui sont relativement grandes pour faciliter la lecture. Utiliser les polices sans empattement, pardon. Donc, c'est les polices un peu classiques comme Arial, Taoma, Verdana et Trébuchet. Ils sont accessibles sur tous les supports, sur Autrice également. Et ne pas oublier de conserver les accents sur les lettres capitales. Donc, ça peut faciliter la lecture. Ce qu'il faut éviter, donc c'est un petit slide à droite, Nicolas, si tu peux. Hop, pardon. Non, si tu peux Non, remonter, c'est juste à droite, c'est en c'est carrousel juste. ça. Ah oui, ben oui, j'ai le. Ah, mais oui, je, je ne connais pas ma propre solution. Non, mais c'est quand même terrible. Là, désolé, c'était caché par le Zoom. Oui. C'était caché. Bah, pour tout ce qu'il faut éviter, c'est des fois les effets de style, mais ça dépend aussi de contexte. Le gras et le soulignement, il faut l'éviter, mais pas tout le temps, parce que le gras, ça peut permettre de faciliter le fait de scanner le texte. Donc, à voir. Mais par contre, il faut éviter d'utiliser l'italique parce que ça, pour le coup, c'est très difficile à lire, surtout pour les gens avec les troubles 10. J'en Continuons. profite d'ailleurs, je vais passer au slide suivant. J'en profite d'ailleurs que sur Autrice, il n'y a pas de problème de se dire je vais faire ma présentation en slide ou je vais faire ma présentation en scroll ou blablabla. En fait, vous pouvez tout faire. Scroll, slide et mélanger les deux. Vous voyez, on est sur du scroll depuis tout à l'heure. Là, on est passé en slide et il n'y a aucune difficulté à ça. C'est en deux clics. Voilà. Hop, je passe à la suite. Parfait.
Et là, pour le coup, on a parlé tout à l'heure d'une police sans empattement. Mais qu'est-ce que c'est pour vous? Un petit sondage. Est-ce que c'est une police qui n'empiète pas sur le mot suivant? Ou c'est une police qui ne contient pas de gras? Ou c'est une police qui ne possède pas de petits ornements en haut, en bas des lettres? Est-ce que vous avez des résultats, Betty aussi, hein? Alors, attends, ça bouge. Alors, attends un petit peu. Bon, cette fois-ci, il y a moins de doutes a priori. Donc, on a une personne qui a répondu une police qui n'empiète pas sur le mot suivant. Ok. Deux personnes, une police qui ne contient pas de gras. Et la majorité, plus de 25, à dire une police qui ne possède pas de petits ornements. Et bravo. C'est une bonne réponse, tout à fait. C'est une police comme par exemple si vous voyez un journal Times, il y a des petits traits qui sont en bas des lettres. Bah, dans cette présentation, on a fait exprès d'utiliser une police qui n'a pas d'empattement pour la rendre plus accessible. Pour aller un peu plus loin, on va parler de deux solutions. Si vous n'avez pas Autrice, on vous propose une solution qui s'appelle Lire Couleur. C'est une solution surtout pour les personnes avec les troubles 10 qui permet d'adapter votre texte avec des différentes couleurs pour faciliter la lecture. Si par exemple les typos adaptés à 10 n'est pas installé sur votre machine, par exemple. C'est un outil gratuit et accessible directement sans inscription. Et si vous avez Autrice, Nicolas, je te laisse. Alors, j'en profite effectivement, je vais repasser ici. Si vous avez Autrice, vous avez toutes ces fonctionnalités, les fonctionnalités de surlignage, soulignage. Alors, le soulignage est d'ailleurs à exclure, hein, entre parenthèses, c'est pour d'autres actions que celles qui sont liées aux aspects inclusifs, mais le surlignage vient accompagner effectivement la lecture puisqu'elle se fait en temps réel sur une lecture moyenne. Vous avez toutes ces fonctionnalités qui permettent sur Autrice de gérer ces couleurs de texte avec ces ou pas ces surlignages pour gérer ces problèmes, la dyslexie et contraste. Pardon. Parfait, merci beaucoup. Continuons sur les couleurs. Je te laisse continuer sur la présentation, s'il te plaît. Donc, pour commencer, quelles sont les couleurs pour vous à éviter dans un contenu? Est-ce que c'est blanc et noir, rouge et noir ou rouge et vert? À vos réponses. Alors, je vais te dire. Ça bouge. Pareil, bon, bah, a priori, tout le monde, 89% ont répondu rouge et vert. Et est-ce qu'on va tester? Est-ce que c'est une bonne réponse? Eh bien, parfait. C'est une bonne réponse. Pourquoi je vous explique? Parce que ce sont des couleurs qui sont moins bien perçues par les personnes avec les troubles de vision comme daltonisme, par exemple. Parlons de règles de 3C pour les couleurs. Couleurs, donc c'est, commençons par le premier, donc ça va être contraste. Par la suite, on va continuer avec la cohérence et la combinaison. Tout simplement, contraste, cohérence et combinaison. Assez simple à retenir. On va vous en parler en détail. Qu'est-ce que c'est le contraste? Contraste, c'est quelque chose, donc c'est votre texte, par exemple noir, écrit sur un arrière-plan blanc. C'est un très bon contraste. Comme par exemple sur ce slide, ça va être mieux perçu comme quelque chose, un texte jaune qui va écrit sur un fond orange. Il faut aussi éviter l'effet de sentiment et ou peut-être des ombres portées sur vos textes pour ne pas perturber la vision. Si vous n'avez pas d'autrice, vous avez deux outils pour vérifier le contraste de vos supports de formation, vos supports tout court, vos sites internet. Le premier, c'est Spark. C'est un outil qui existe par exemple sur Figma. C'est aussi un plugin qu'on peut installer sur Google Chrome pour vérifier les contrastes selon les normes VG2A. Et aussi Color Review. Vous entrez votre couleur en code X et il va vous dire si c'est bon ou pas. Mais si vous avez Autrice, Nicolas, Alors en fait, sur Autrice, par défaut, tous les thèmes intègrent des palettes de couleurs qui sont suffisamment contrastées, c'est-à-dire qui répondent à l'ensemble de ces
problématique. Vous avez aussi la possibilité de choisir, fabriquer vous-même vos propres palettes. Donc là, vous allez sortir soit volontairement, soit involontairement de ce type de palette. Et donc, vous avez un rappel par autrice qui vous indique, attention, les tonalités sont trop proches ou les assemblages de couleurs sont pas suffisamment contrastés pour les aspects inclusifs avec une petite notion en pourcentage qui permet de s'y référer. Voilà, mais par défaut, toutes les palettes respectent ces normes et ces règles. Voilà. Et les palettes Parfait. sont accessibles extrêmement simplement. Je vous le montrerai après peut-être, puisqu'on là, on va dérouler la présentation, mais dans une page de configuration préalable à la conception, à l'édition du module, fait avec l'intelligence artificielle ou pas, hein. Tout ça reste entièrement, je dirais, éditable à 100%. Vous pouvez éditer n'importe quel pixel, virgule composé par l'IA ou non à l'intérieur d'Autrice. L'IA fera évidemment appel directement aux palettes aussi génériques plutôt que génériques et inclusives plutôt que de faire des créations hors règles. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Nicolas. On va parler de cohérence pour continuer. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, pour justifier le texte à gauche ou droite selon la culture de la personne à laquelle vous adressez, il faut aussi respecter la cohérence de couleurs de même façon. Donc, c'est selon les habitudes de travail ou les spécificités culturelles. Par exemple, en France, je te laisse défiler, Nicolas. Le rouge, c'est une faute, donc c'est non. Vert, c'est quelque chose de bien. Donc, on a l'habitude de voir ça, c'est en France, en Europe. Par contre, en Inde, le rouge, c'est une pureté, donc c'est quelque chose de très positif. Alors qu'en Chine, par exemple, le vert, c'est mensonge, c'est quelque chose de négatif, alors que le rouge, c'est aussi bien en Chine. Donc, il faut faire attention aussi à votre public cible, à votre contexte, pour avoir la cohérence parfaite. Parlons de combinaison. Comme on a dit tout à l'heure, il faut éviter d'utiliser les couleurs rouge et vert, à part par exemple de donner les feedbacks, parce que c'est les couleurs qui ne sont pas forcément très bien perçues par les personnes avec des troubles de vision. On vous recommande aussi de concevoir une interface plutôt en monochrome, parce que c'est le plus simple à digérer par notre cerveau, diminuer la charge cognitive et aussi augmenter l'accessibilité. Et aussi, choisir une bonne combinaison de couleurs pour vos fonds, pour les symboles, avoir une cohérence esthétique globale de toute la formation pour ne pas trop perturber la personne qui est devant l'écran. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que d'un point de vue purement usage et retour client, sur Autrice, on a justement respecté ces règles au départ et on a mis des feedbacks sans couleur rouge et verte, bien évidemment. Enfin, pas des feedbacks, hein, mais les réponses où on met systématiquement du rouge et du vert par défaut partout. Et on a créé des symboles, hein, pouce levé, pouce baissé, check, non check, de façon à ce que ce soit assez lisible. Mais tout ça en monochrome. Donc, et on a eu pas mal de retours. Ah ouais, mais nous, on est habitués au rouge, au vert, il nous faut absolument du rouge au vert. Il a fallu remettre du rouge et du vert partout. Alors, ce qu'on a fait sur Autrice, on a mis, vous avez le droit d'avoir des feedbacks au départ qui respectent effectivement toutes ces normes et des présentations de l'information qui respectent ces normes. Mais si vous voulez les saboter, il n'y a aucun problème. Vous pouvez, euh, j'emploie le terme saboter exprès, vous pouvez aller effectivement mettre du rouge et du vert partout. Voilà, mais par défaut, le comportement normalement sera respectueux des normes inclusives. Génial. Mais comme vous voyez sur l'exemple, il faut surtout pas utiliser la couleur comme un seul et unique moyen de transmettre une information. Comme par exemple sur l'exemple de gauche, donc téléphone fixe est rouge, il y a une erreur, là on le voit, mais par exemple la personne avec le trouble de vision et pas forcément voit peut-être que c'est rouge, peut-être c'est vert, peut-être c'est jaune, c'est pas du tout clair. Donc pour peu importe l'utilisation, c'est toujours mieux de se baser sur l'exemple de droite. Donc marquer qu'est-ce que c'est, ajouter un petit texte, une petite icône pour être clair dans notre demande. Donc là, on va parler des différents rôles de l'image selon la position de cette image sur la page. Donc, on va commencer par un rôle d'introduction. Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous voulez répondre dans le chat? Est-ce que c'est une image avant le paragraphe? Est-ce que c'est une image au milieu de texte ou après un paragraphe? Est-ce qu'il y a ceux qui sont là encore pour nous répondre dans la zone de chat? Pour le moment, on n'a rien. Non, mais on va continuer peut-être sur les autres. Donc, rôle d'introduction, c'est une image avant le paragraphe. Eh bien, bien joué, Hélène.
Rôle esthétique, c'est qu'est-ce que c'est? Vous pensez une image au milieu, après. Est-ce que vous êtes là avec nous au milieu? Parfait, merci Christine. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je m'arrête un peu ici parce que les images qui sont purement esthétiques pour le contenu qui est 100% accessible, il faut les éviter parce que ça peut des fois aussi perturber. Et pour continuer, l'image qui avoir un rôle de synthèse, c'est image après qui explique un peu tout ce qui a été dit avant. Et il faut pas oublier que pour toutes ces images, il faut mettre un texte alternatif. C'est super important. Donc, vous voyez, ici, j'ai saboté en mettant la couleur verte. Mais voilà, on est vert sur vert. Bon, c'est intéressant, on manque de contraste. Typiquement, l'icône serait plus marquée et resterait monochrome, ou il aurait une couleur plus prononcée, certes, vers le vert. On pourrait avoir le... Bon, ici, l'avantage, c'est qu'on peut aussi gérer par Mm. les filtres. Voilà, pour le coup, on a un contexte intéressant. Souvent, on a l'habitude d'utiliser les pictos dans les formations. C'est quelque chose qui est super courant, mais il faut faire attention parce qu'il y a des pictos qui sont assez ambigus et ils sont pas clairs pour tout le monde. Donc, il faut pas hésiter de les accompagner avec un petit texte ou une infobule. Typiquement, sur l'écran, vous voyez une image de cycle, une image de mise à jour. Se ressemblent beaucoup et pas tout le monde forcément est au courant qu'est-ce que c'est chaque picto. Voilà. Et Merci. je te donne parole, Betty. Merci. Donc, on va terminer sur les bonnes pratiques par rapport à la création de vos audios ou de vidéos. Donc, quelques bonnes pratiques déjà, évidemment, à connaître, c'est que vous devez toujours donner un titre à vos vidéos ou à vos audios. Ensuite, il faut toujours apporter du sous-titrage ou du texte alternatif. Donc, je prends un exemple, hein, si vous avez une vidéo, avoir la possibilité, en effet, d'activer ou non les sous-titrages, mais également pour les podcasts, avoir la possibilité soit d'écouter, soit de cliquer sur lire le podcast. Donc ça, c'est très important à intégrer, d'avoir toujours ces deux options. Intégrer donc de l'audio description et peut-être Nicolas, je ne sais pas si tu pourras nous le montrer comment ça se passe sur Autrice, mais c'est en effet avoir la possibilité de cliquer voilà sur un bouton et d'avoir l'audio description des images, du texte qui est déjà à l'écran. Et enfin, je crois que quelqu'un avait aussi posé la question déjà dans la zone de chat. Faites très attention aux lecteurs. Il y a parfois des solutions qui, par défaut, cochent lecture automatique des audios et des vidéos. Donc, il ne faut pas que ce soit en lecture automatique, il faut que ce soit vraiment libre à la place de l'apprenant de lancer l'audio ou la vidéo et surtout de pouvoir régler également le volume. Donc, on va vous poser une petite question. On vous parle d'audio description, mais qu'est-ce que l'audio description? Donc, de nouveau, un sondage que l'on vous lance. Est-ce que c'est un texte qui décrit un audio? Est-ce que c'est un audio qui décrit une image? Ou est-ce que c'est une voix off qui décrit les éléments visuels d'une vidéo? Donc, a priori, ça a l'air d'être assez clair pour vous. Ça change. On a 75% d'entre vous qui nous disent qu'une voix off, l'audio description, pardon, c'est une voix off qui décrit des éléments visuels d'une vidéo. Donc, en effet, c'est c'est tout à fait ça. Donc, pour continuer, hop. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, le son, je l'ai déjà dit, il ne doit pas être automatiquement déclenché. Il faut que ce soit à la main de votre apprenant, puisque cela peut venir gêner l'utilisateur qui suit la formation. Encore une fois, ça peut être lié aussi à des handicaps situationnels si on est dans un open space, etc. Voilà, vous l'avez ici d'ailleurs. J'ai pas déclenché le son. Ici, je pourrais sonoriser très facilement l'ensemble de la présentation. Là, on voit que c'est disable. C'est disable pourquoi? Parce que j'ai effectivement pas sonorisé l'ensemble de cette présentation. Si je passe sur l'outil, donc l'outil auteur qui permet de fabriquer ça, donc l'outil autrice, ici, vous avez plusieurs choses. Vous avez déjà la possibilité de générer tout simplement la description, ce qu'on appelle à 11Y, c'est-à-dire accessibility, et donc la transcription ou la description d'une image, d'une vidéo
ou la lecture automatique d'un texte. Alors là, pour aller vite, je vais prendre, enfin d'ailleurs pour aller vite, ça va assez vite de le générer aussi avec de l'intelligence artificielle. Je pourrais générer ma transcription d'image ou de vidéo directement avec l'option de l'intelligence artificielle. Là, je vais juste activer sur par exemple le texte enrichi. Donc vous voyez ce texte-là, l'audio, en le mettant en automatique. C'est-à-dire, voilà, 2 clics, c'est réglé, et je lance maintenant juste la prévisualisation il faut que je recharge parce qu'évidemment, on est resté allumé pendant. Voilà, donc je vais juste lancer la prévisualisation. J'étais sur texte clé. Non, j'étais sur laquelle d'ailleurs? J'ai pas vu. J'étais sur la texte enrichi, je crois, non? C'était pas ça. Elle est cachée, celle-ci. Tuc. Texte enrichi. Voilà, j'étais là-dessus, je crois. Oui, donc je vais le resonoriser. Hop, je vais mettre automatique. Je vais faire quitter. Et ici, j'attends que ça passe par la base de données. C'est Zoom qui me coince le. Ouais, c'est possible que c'est Zoom, ouais. C'est grave, je republie pour la totalité. Vous voyez comme ça la vitesse à laquelle ça va. Hop, et ici, je vais descendre sur une activité. C'était sur encore, c'était sur l'accessibilité, je crois, encore en bas. Hop, je ne sais plus où est-ce qu'on était. Hop, c'était encore plus bas, je crois. Je suis pas sûre, hein. Je crois que c'était sur la web accessibility au Ah, début. c'était au-dessus? Ouais, il me semble. Vas-y, je vais te dire stop. Attends, non. Je vais être vite. Encore, 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 encore. Ici, je crois. Non? Ouais, mais c'est Zoom qui me coince en fait. Je peux pas activer l'audio, c'est marrant, Bon. pendant qu'on est connecté, parce que normalement, vous voyez, il me met en interdiction. Donc je pense que Zoom a les. C'est curieux. Bref, si vous testez, vous pouvez le tester. En fait, c'est aussi simple que ça. Vous choisissez automatique et vous faites quitter. Ça vous lira le texte avec une voix d'homme ou une voix de femme. C'est vous qui choisissez. Directement. Et vous voyez, tous les surlignages ou soulignages qu'on peut voir ou les pictos qu'on peut voir sont aussi lus, sont aussi décrits. C'est-à-dire que ça suit ce rythme-là et ça surligne, pardon, en même temps que d'être lu par la voix. Voilà. Et je continue sur simplifier la navigation. Yes. Donc pour terminer, donc sur simplifier la navigation, on va parler des boutons et des champs de saisie. Il y a plusieurs bonnes pratiques à savoir là-dessus. Déjà, le libellé des boutons, il doit être vraiment le plus clair possible et simple. Vous n'allez pas mettre des boutons avec regarder en bas pour pouvoir répondre à la question. Non, il faut que vous ayez maximum 2 mots dans les boutons et quelque chose de très clair et compréhensible. Il faut surtout pas avoir 2 boutons avec des actions opposées. Exemple, oui, non. S'ils sont côte à côte, ça peut rendre cela difficile pour l'apprenant de bien distinguer ces 2 boutons-là. Donc, il faut vraiment qu'ils soient un peu plus espacés. Et enfin, si vous utilisez des zones cliquables sur lesquelles les apprenants peuvent rentrer de la saisie de texte, ces champs-là, ces zones doivent être suffisamment grandes et également espacées les unes des autres. Je crois qu'on a un petit exemple. Voilà. Typiquement, voilà, question 6, définissez la pédagogie. Vous avez une grande zone de texte et puis les 2 boutons avec des couleurs aussi différentes. Ensuite, autre chose voilà, qui va être très important aussi d'avoir toujours dans vos contenus de formation, avoir toujours un menu. Bon, ça c'est vrai que c'est important, peu importe, je dirais, le type de handicap, savoir se repérer aussi dans son contenu. Je ne sais pas, Nicolas, si tu peux nous montrer là dans le sommaire, on a toujours le menu sur la solution autrice pour pouvoir se repérer et revenir sur certaines activités. Il faut aussi éviter, enfin, en tout cas, garder une profondeur qui soit vraiment limitée. Ça veut dire quoi, garder une profondeur qui soit limitée? On peut voir dans des contenus de formation des liens qui eux-mêmes amènent sur une autre page dans laquelle on a un autre lien, puis un autre lien, un autre lien, un autre lien. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment l'ensemble, l'intégralité du contenu à un seul et même endroit, que ça ne vienne pas ouvrir des sous-pages. Et enfin, je ne sais pas si vous avez pu tester sur les différents outils que vous pouvez avoir. L'objectif, c'est de pouvoir aussi parcourir son parcours de formation sans utiliser la souris. Donc, à l'aide, par exemple, du clavier, à l'aide de votre doigt sur le smartphone, sur l'écran, etc. Mais ne pas forcément avoir à utiliser la souris pour naviguer.
Victoria, sur les différentes ressources, tu voulais en parler ou j'en parle? Je vais en parler un peu rapidement. Pour tout ce qui concerne les bonnes ressources, n'hésitez pas à consulter Atalance. C'est un peu un site qui est pour le but une sensibilisation vers les questions d'accessibilité numérique. Par la suite, on vous propose aussi le Check Accessibility. C'est là justement où vous pouvez mettre votre formation, votre support PPT, votre site internet pour vérifier si tout est accessible. N'hésitez pas à consulter aussi le site de RG2A aussi, comme disait Betty tout à l'heure. C'est un site qui permet de rassembler toutes les bonnes pratiques aussi, les normes d'accessibilité web. Le lire couleur, de quoi j'ai parlé aussi pendant la question de couleur, c'est pour lire les textes pour les personnes avec les troubles 10. Le color review pour tester vos contrastes. Les ressources handicap formation, c'est aussi un site qui ressemble à plein de ressources concernant les handicaps dans le milieu de formation. Donc, c'est hyper important pour nous. Et pour terminer, autrice, bien évidemment. Nicolas, Vous avez des cours à l'intérieur, puisque l'ensemble des fonctionnalités qui sont liées à l'inclusion sont intégrées dans Autrice. et voilà. Je crois qu'on a fait, donc c'est bon, le tour. On va pouvoir répondre donc à toutes vos questions. C'est le moment. Et puis, on va reparcourir un petit peu dans la zone de chat si on a reçu des questions tout au long de la présentation. Euh, Il y a aussi, oui, le site de l'AGFIP, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Le site de l'AGFIP qui peut vous accompagner sur des aides financières pour rendre vos contenus aussi accessibles. Les AGFIP sont organisés par région, donc vous pouvez aller sur le site de l'AGFIP pour avoir les coordonnées de la personne en charge de votre région. On avait parlé d'écriture inclusive. OK. Je peux peut-être répondre à la première question d'Hélène Larmoire. Ouais, est-il possible qu'une animation ne démarre pas tant que l'apprenant ne clique pas dessus? Oui, en fait, typiquement dans Autrice, vous avez une fonctionnalité ici qui vous permet de choisir comment vous allez présenter, hop, et hop, cette fameuse vidéo en l'occurrence. Eh bien, ici, vous pouvez la mettre certes en présentation. Alors là, vous n'avez ni le son, ni les contrôleurs. C'est-à-dire, ça devient une animation plein écran sur laquelle on arrive par défaut quand on rentre sur le contenu. Mais si vous ne voulez pas ça, vous mettez tout simplement en liste. Et là, vous allez avoir une vidéo qui va prendre une très grande partie de l'écran, mais sur lequel vous avez tous les contrôleurs de l'environnement, etc. Et puis ensuite, vous avez toutes les autres fonctionnalités qui permettent de slider ou autres les vidéos directement sans avoir à faire de programme particulier. Deuxième question, contraste supérieur à 7 dans Autrice. Alors, c'est intéressant le contraste supérieur à 7. Oui, vous pouvez le forcer puisque vous avez, enfin, vous pouvez le forcer, pardon, vous pouvez l'optimiser, enfin, vous pouvez l'accentuer, le saturer, puisque c'est à la main de l'apprenant. Vous le voyez ici, l'apprenant va pouvoir, alors, attendez, il faut que je déplace les commandes de zoom, hop. L'apprenant va pouvoir effectivement régler et pousser les contrastes, comme il va pouvoir d'ailleurs, voilà, les réduire. Et ça, pour le coup, c'est à la main de l'apprenant. J'ai répondu à ces deux premières questions. Ah, troisième question d'Hélène aussi. Est-il possible de renommer les diapos texte enrichi pour s'y retrouver dans le déroulé quand on cherche à changer le paramétrage, comme tu l'as fait, Nicolas? Oui, bien sûr, ça c'est à votre main, hein. Vous changez les titres, vous mettez ce que vous voulez ici. Alors, attendez, pas ici d'ailleurs, ici. Hop, c'est pas pénible, zoom avec toutes les commandes. Voilà, ça, vous pouvez le renommer comme vous voulez, bien évidemment, puisque les titres sont à votre main. En revanche, vous voyez dans ce menu, vous avez aussi le nom de l'activité en plus du titre. Vous avez les coefficients, puisque vous avez la gestion des coefficients à l'intérieur d'Autrice. Et vous allez, dès la semaine prochaine, avoir des petites clés ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bloquer les activités comme vous voulez, que ce soit en slide, en scroll, et rajouter des flous, des chronomètres partout. Voilà. Alors, les chronomètres, c'est déjà possible. Là, l'avantage, ce sera que vous pouvez faire des scénarios, les combiner aussi avec les fonctionnalités adaptatives dans l'éditeur. Ici, j'ai une question supplémentaire. Est-ce qu'un SCORM autrice navigable au clavier le sera aussi dans un LMS qui n'est pas navigable au clavier? Très, très bonne question. Là, je ne peux pas vous répondre avec une réponse absolue. Oui, dans Autrice, on va pouvoir générer ce SCORM. En revanche,
dans le LMS cible, bah, parfois il y a des conflits où peut y avoir justement ce manque de prise en charge, même si l'information a été donnée au départ. C'est un petit peu comme dans une maison. On a une maison avec un mur. Certes, on a conçu des portes d'entrée, mais si on n'a pas conçu la porte d'entrée, bah, on aura un mur. Et c'est ce qui se passe pour Autrice. Si elle est face à un mur, ou si elle est face à un mur d'ailleurs, puisque Autrice étant une solution, elle ne pourra pas être jouée sur ces fonctionnalités-là. C'est la seule aujourd'hui qui n'est pas compatible avec certains LMS, hein, et pas tous, c'est pas forcément les plus récents d'ailleurs. Voilà. J'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Est-il possible d'utiliser Autrice pour mettre à jour un support de formation? Alors, la question est vaste. Oui, quand vous avez fait votre support de formation dans Autrice, bien sûr, si vous intégrez un PowerPoint ou si vous intégrez ou si vous utilisez l'IA pour générer d'un PDF tout un contenu, oui aussi. Est-ce parce qu'on va être relativement fidèle par rapport à ce qui se passe dans votre PowerPoint. C'est-à-dire que beaucoup de vous connaissez le principe de l'IA sur le PowerPoint ou le PDF, ça récupère l'ensemble du contenu, mais ça le déshabille de toutes ces informations d'édition. C'est du texte en ligne. Voilà, c'est une grande ligne de texte qui fait plusieurs kilomètres de long. Si vous avez un PDF qui fait 90 pages. Ensuite, ces 90 kilomètres de long de texte vont être moulinés par l'IA qui va, elle, vous réinterpréter et donc vous reproduire quelque chose. Nous, ce qu'on fait, on récupère quand même le texte du PDF ou du PowerPoint. Absolument. C'est-à-dire l'IA va compléter pour tout ce qui est activité pédagogique. En revanche, elle va vraiment conserver les informations du PDF et pas les transformer. Oui, vous pouvez mettre à jour ce type de contenu comme ça. Non, vous ne traiterez pas en revanche du SCORM qui viendrait d'ailleurs directement d'Autrice. Hmm. Qui viendrait d'ailleurs, je dis. Sinon, vous traitez les SCORM d'Autrice sans problème. Et dernière question, Nicolas, toujours pour toi. Serait-il possible de savoir comment accéder à cet outil et éventuellement son coût? Alors, son coût, c'est 3 fois moins cher que le leader du marché. Non, ça, c'était pour le petit private joke. Non, en fait, c'est effectivement, on a eu un coût de lancement qui est un peu supérieur maintenant parce qu'on intègre l'IA absolument sur tous les sujets, que ce soit la génération d'images, etc. Donc, on est autour, je crois, c'est autour de 700 euros par an, une licence de concepteur. Et par défaut, on a tout dedans. C'est-à-dire que quand vous achetez Autrice, vous vous dites pas, ah oui, mais là, si j'utilise beaucoup l'IA, bah, je vais avoir un coût supplémentaire. Non. Quand vous achetez Autrice, vous avez 100% de toutes les fonctionnalités et de toute l'IA qui est disponible à l'intérieur sans coût supplémentaire. Et vous Ah, pouvez simplement taper autrice.ai, vous avez toutes ces informations-là qui seront accessibles, description et puis possibilité même d'acheter en ligne. je l'ai noté dans la zone de chat et je crois que tu fais des démonstrations toutes les semaines ou tous les mois. Oui, il y a des webinaires toutes les semaines sur les fonctionnalités. Comme on est un outil qui arrive sur le marché maintenant depuis un peu moins d'un an, et on a énormément de features qui passent, des nouvelles fonctionnalités. Typiquement, on va avoir 33 langues de disponibles, enfin un peu plus de 30 langues, pas 33, mais un peu plus de 30 langues disponibles à l'intérieur d'Autrice à la destination. C'est-à-dire, vous avez un contenu réalisé en français, vous choisissez de le publier en allemand, en indien, j'en sais rien, dans certaines langues même très exotiques, bah, vous pourrez tout simplement demander à ce que ce contenu soit entièrement traduit, entièrement refait dans la langue. Et ça, vous allez l'avoir en 2 clics. Une fois que c'est refait, vous avez accès à 100% de ce qui aura été traduit à l'édition. Donc, si vous maîtrisez bien la langue cible dans laquelle vous avez choisi de dupliquer votre contenu, vous pouvez bien évidemment changer absolument tout ce que vous voulez à l'intérieur. Des fonctionnalités collaboratives qui arrivent aussi. Et ça, c'est on continue tous les mois. On fait des releases en ce moment sur l'outil avec de nouvelles fonctionnalités. Des nouveaux thèmes. Vous allez avoir un thème 3D très bientôt. Vous voyez la présentation qu'on vient de voir là? Si je choisis par exemple de la changer en 2 clics et de faire que cette présentation euh, passe sous une forme plutôt Pinterest, je vais choisir ici ma nouvelle forme. Je fais prévisualiser et j'ai changé la totalité de la disposition de la formation et de tout ce que vous voyez depuis tout à l'heure qui va apparaître sous vos yeux maintenant. Alors, évidemment, avec Zoom, je pense que Zoom est un fédérateur de dysfonctionnement. Attendez, je recommence. Hop, je resélectionne et je vais peut-être aller aussi trop vite, c'est possible. Voilà. Je prévisualise.
Non, je peux pas. Avec Non. Zoom, il y a des choses que je peux pas faire, je suis désolé. Je vous enverrai Bon, bah, de toute façon, c'est des l'occasion vidéos. de vous Voilà. inscrire au webinaire de démonstration de Autrice dans sa globalité pour découvrir la puissance de cet Ouais. outil-là. Et puis, dernière petite question pour moi, Nicolas, est-ce que je peux te demander d'arrêter le partage d'écran et de Bien sûr. réactiver ta vidéo, que tout le monde puisse te voir et te connaître? Ah, ça aussi, ça va pas vouloir Non, c'est bon, c'est bon, aller c'est bon. sur Zoom. Alors Zoom, moi, c'est vraiment pas une solution que j'affectionne, mais bon, c'est un autre débat. Et bah, normalement, c'est bon, j'ai arrêté mon partage, j'ai plus qu'à activer ma vidéo. Et voilà. Parfait. Merci, Nicolas. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Vous allez recevoir un lien automatique avec le replay de ce webinaire-là. Et puis, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement, Nicolas, Victoria ou moi-même. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à tous et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.